Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Allez, on est ensemble et avec vous jusqu'à 13h sur Sud Radio et on va, une large part de cette émission sera consacrée donc à ce terrible double attentat hier soir, attentat suicide aux portes de l'aéroport de Kaboul, avec un bilan qui ne cesse de s'alourdir. Près de 90 morts ce midi, dont 13 soldats américains. C'est donc l'horreur au port de cet aéroport où des centaines de milliers d'Afghans tentent de partir coûte que coûte ou de tenter leur chance pour partir avec ce pont aérien qui a été mis en place, attentat revendiqué par Daesh. Donc au chaos et à l'angoisse s'ajoute aujourd'hui l'horreur et l'enfer. Alors de tout cela, on va en parler, Marine Carbalet, avec nos trois invités qui sont avec nous. Et oui, dans une dizaine de minutes, nous rejoindra Anne Genetet, qui est députée La République En Marche des Français de l'étranger et porte-parole à l'Assemblée nationale de La République En Marche. Mais tout de suite, nous accueillons Bruno Delamotte, qui est consultant en sécurité internationale, spécialiste dans la lutte antiterroriste. Il a publié Question d'intelligence, le renseignement face au terrorisme aux éditions Michalon. Bonjour Bruno Delamotte. Et nous sommes aussi avec Diane Villemain, qui est étudiante en sciences politiques, et elle avait pris une année sabbatique. Dans le cadre de cette année sabbatique, elle était partie en Afghanistan, donc elle connaît bien le pays. Allez, on va parler avec vous de Bruno Delamotte dans un instant, mais je vais tout de suite m'adresser à vous, Diane Villemain. J'aimerais savoir quelles sont les nouvelles que vous avez de vos amis, des personnes que vous connaissez et qui sont toujours bloquées à Kaboul au lendemain de ce terrible double attentat. Oui, bonjour, merci de m'inviter à l'antenne de la radio Sud Radio. C'est absolument terrible. En fait, j'ai des amis qui sont toujours bloqués, ceux qui n'ont pas pu être évacués. J'ai même un ami hier qui s'est rendu à l'aéroport dans une grande détresse. Il m'a dit je vais retenter, je vais aller à l'aéroport et essayer de partir. Heureusement, il va bien, il a pu s'éloigner à temps de l'aéroport. Et donc voilà, il est rentré chez lui, il est toujours bloqué. J'ai plusieurs amis, eux également, qui sont dans une grande détresse et qui n'ont toujours aucune porte de sortie. Qu'est-ce qu'ils tentent de faire? Qu'est-ce qu'on leur dit sur place? Parce que visiblement, les choses sont extrêmement compliquées pour approcher l'aéroport. J'ai une amie qui avait une lettre des autorités américaines pour pouvoir être évacuée. Malheureusement, les Afghans ne sont pas escortés jusqu'à l'aéroport, ils n'ont aucune chance en fait de partir et de quitter Kaboul. Donc elle et sa famille ont été refoulés à un checkpoint taliban. Et vu la foule en fait à l'entrée de l'aéroport, c'est juste impossible, surtout avec une famille, de rejoindre l'aéroport. Quelles sont les démarches que vous avez entreprises, vous, pour essayer de les aider, pour les faire venir en France? Comment ça se passe? Donc pour les faire venir en France, j'ai contacté le Quai d'Orsay, donc la cellule de crise et le numéro d'urgence qui a été mis en place. C'est très très difficile de les joindre par téléphone. J'ai eu une réponse par mail il y a un peu plus de 10 jours. Donc j'ai tout de suite effectué les démarches aux alentours du 14-15. Et je suis toujours dans l'attente, donc je n'ai pas de nouvelles. Et j'ai également contacté mon député donc de ma circonscription, qui a été très efficace également et qui a essayé de joindre les équipes du Quai d'Orsay, mais voilà, il n'y a pas de nouveau pour l'instant. Ouais. Vos amis qui sont afghans et qui sont toujours sur place et voilà, qui savent, ils savent qu'ils sont condamnés, ou leur vie est en danger à partir du moment où le pays va se refermer définitivement? Ils sont extrêmement effrayés et ils n'ont qu'une attente, c'est de partir. Mais ils ont quand même de l'espoir et voilà, ils misent tout leur espoir sur une évacuation immédiate et sur leurs amis qui sont à l'étranger, comme moi par exemple. Pour rejoindre l'aéroport de Kaboul, vous dites que c'était extrêmement compliqué. Ils doivent être escortés par l'armée française ou l'armée américaine, c'est ça? Exactement, oui. Sinon, ils n'ont quasiment aucune chance de rejoindre l'aéroport et d'être évacués. Comme je vous ai dit, mon amie avait un vol qui l'attendait, elle n'a pas pu le rejoindre. Oui, ça doit être terrifiant de rater cet espoir de libération pour elle. Oui, elle me dit qu'elle garde espoir, mais qu'elle est complètement atterrée par ce qui lui arrive. Et elle a reçu aussi un message des autorités lui disant que la situation devenait de plus en plus dangereuse et préoccupante et que malheureusement sa famille ne pourrait pas partir et qu'il fallait choisir une personne. Donc maintenant c'est ce qui se passe,
c'est au cas par cas, en fait. C'est une personne par famille qui doit être désignée. Diane Villemain, vous restez avec nous. Je rappelle, vous êtes étudiante en sciences politiques et dans le cadre de votre année sabbatique, vous êtes partie là-bas en Afghanistan et donc vous avez beaucoup d'amis qui sont afghans et qui souhaitent et qui espèrent pouvoir encore s'échapper de cet enfer. Bruno Delamotte, vous êtes également avec nous. Je rappelle que vous êtes consultant en sécurité internationale, spécialiste dans la lutte antiterroriste. Question d'intelligence, le renseignement face au terrorisme, c'est le titre de votre dernier livre aux éditions Michalon. Mais vous avez publié quelques heures avant l'attentat une tribune dans le journal L'Opinion où vous pressentiez, quand on lit votre tribune, que ces attentats revendiqués par l'État islamique et Daesh étaient prévisibles. C'était inévitable. Inévitable. Vous massez à l'entrée de l'aéroport à un checkpoint des milliers de gens qui sont sans espoir, qui veulent partir, sur lequel il n'y a aucun contrôle possible. Il est extrêmement facile pour n'importe quel groupe extrémiste de glisser au milieu un kamikaze. Et c'est le moyen de décrédibiliser tant les talibans que les Américains qui sont de l'autre côté du mur. Il faut voir que arriver dans l'aérogare de Kaboul, c'est passer des filtres successifs. Donc soit vous avez un statut de VIP et vous êtes escorté par un convoi, et c'est ce qui s'est passé avec les Français. Et il faut bien voir qu'aujourd'hui, plus de 100 000 personnes sont sorties d'Afghanistan. C'est sans précédent. Quand on dit que c'est le chaos sur l'aéroport de Kaboul, c'est un avion de réfugiés qui décolle toutes les 35 minutes. Ah oui. C'est un pont aérien sans précédent. Voilà, hier, c'est 16 000 personnes, malgré les attentats, malgré tout ce que vous voulez. Donc c'est plus de 40 gros porteurs qui décollent dans un aéroport où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de carburant, il y a de l'électricité que ponctuellement, avec une ville, continue à fonctionner. Le pont aérien en lui-même est un succès. La sécurité au périmètre de l'aéroport, elle est quasiment ce qu'elle peut être de mieux dans ces conditions-là. Le problème, c'est qu'on a généré un espoir phénoménal pour une population d'Afghans, une élite afghane qui craint ce qui s'est passé entre 1996 et 2001, qui craint que le pays se referme. Mon point de vue est qu'il ne se refermera pas, que dès que les Américains seront partis, les vols commerciaux vont reprendre, et les étrangers pourront partir. Les Afghans, effectivement, ne partiront plus qu'au compte-gouttes. Parce que l'État taliban, enfin le pouvoir taliban, parce qu'on n'est pas encore face à un État, n'a jamais été aussi faible, paradoxalement. Il n'est pas capable de tenir le pays. Et son obsession est d'arriver à tenir le pays, donc de garder des forces vives, de garder de l'expertise que les autres étrangers sont prêts à faire partir. Et pour ça, ils ont 3 leviers vis-à-vis de la communauté internationale. Ils ne veulent pas se refermer. Ils veulent rentrer dans le concert des nations parce qu'ils savent que sans ça, ils ne tiendront pas. Donc, ils ont besoin de jouer sur l'immigration, sur la sécurité, et leur 3e levier, c'est le pavot. Ce sera la guerre de l'opium. C'est comme ça que va fonctionner le pays à partir du moment où tout va s'arrêter. À partir du moment où tout va s'arrêter, tout le monde va partir. Les gens vont faire tout ce qu'ils peuvent pour partir. Et dès que les Américains seront partis, et vous allez voir, là, dans les prochains jours, on aura des scènes de chaos. Les Anglais, les Français vont partir à partir de cet après-midi. Le dispositif français sera démonté dans la soirée. On va le voir, ça. Les Américains vont commencer à partir à compter de dimanche. Ils ont commencé à détruire du matériel, etc. Ensuite, il semble que les Turcs prennent la gestion de l'aéroport pour le compte des talibans, et en accord avec les Américains. Ils vont gérer la reprise des vols commerciaux. Les Ariana, la compagnie afghane, va recommencer à voler. Les compagnies du Golfe vont venir. La compagnie turque va revenir. Les compagnies iraniennes. Vous aurez des vols vers la région. Mais les gens ne sortiront plus qu'au compte-gouttes. Avec déjà des intercesseurs qui se mettent en place pour négocier les sorties de personnalités une par une. Une par une, pour résumer. Alors on va justement retourner au standard. On va retrouver une autre invitée qui est avec nous et on la remercie. C'est Anne Gennetet. Bonjour. Bonjour. Députée La République En Marche des Français de l'étranger, porte-parole de La République En Marche à l'Assemblée nationale et membre de ce groupe d'amitié France-Afghanistan. Et j'imagine que vous avez, comme nous, suivi tout ce qui s'est passé ces dernières heures suite à ce double attentat. Sur la question justement de la présence française, Madame la députée, comment la France va et quand va arrêter la France ces opérations, puisque ce matin, Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, dit que c'est pas sûr que ça s'arrête ce soir. En effet, il faut raisonner en termes de dispositifs. L'objectif n'est pas de savoir si on reste ou si on s'en va.
l'objectif est de voir comment nous pouvons faire sortir d'Afghanistan ceux qui nous le demandent, à commencer par les Français, les binationaux, ceux qui ont travaillé pour nous, et également ceux qui, par leurs engagements, pourraient être menacés par les talibans. Donc, tout ceci dans un maximum de sécurité pour eux et pour nos forces qui permettent ces sorties. Donc, du coup, le dispositif, il existe. Il a fait ses preuves depuis le 15 août, c'est-à-dire il avait été mis en place bien avant le 15 août. La France avait mis un premier avion dès le 16 juillet et avait commencé à proposer des sorties d'Afghanistan à des différentes personnes qui avaient travaillé avec nous depuis le début de l'année 2021. Et donc aujourd'hui, la question c'est de voir comment pouvons-nous continuer à évacuer des personnes avec un maximum de sécurité. Avec les informations dont nous disposions jusqu'à hier, avant-hier soir précisément, nous avons eu un briefing par les deux ministres des Armées et des Affaires étrangères comme parlementaires, c'était mercredi soir à 17h. Avec les informations dont nous disposions à ce moment-là, il n'était pas raisonnable d'envisager un maintien au-delà de vendredi soir, c'est-à-dire maintenant, puisque vendredi soir, c'est maintenant en Afghanistan, avec le décalage horaire. Maintenant, si les conditions de sécurité pouvaient nous permettre de continuer à emmener, à faire sortir d'Afghanistan les personnes, car elles sont très nombreuses, les personnes qui nous ont demandé de l'aide, eh bien nous le ferions, mais toujours dans un maximum de conditions de sécurité. Anne Genetet, justement, il y a combien de personnes aujourd'hui, parce qu'on lit, on écoute, on discute également avec la diaspora afghane qui se démène pour aider leurs proches qui sont sur place et qui disent il y a énormément de gens qui sont bloqués aujourd'hui. Est-ce que vous avez un chiffre de personnes qui ont demandé à partir et qui ne sont toujours pas partis et qui ont aidé la France? Alors, il est normal que nous entendions des chiffres qui puissent varier selon les sources qui nous les communiquent, car pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas communiquer ces chiffres-là. Beaucoup de ces personnes-là ne souhaitent pas dire qu'ils envisagent de sortir d'Afghanistan, ne souhaitent pas dire qu'ils sont éventuellement arrivés ailleurs, dans un autre pays, en France ou ailleurs, et il faut absolument respecter ce besoin, cette exigence de discrétion. Donc il n'est pas possible de communiquer sur des chiffres. La situation pour eux, donc, c'est d'attendre, parce qu'on va revenir dans un instant avec Diane Villemain, qui est étudiante en sciences politiques et qui a donc des amis qui sont sur place et qui attendent d'être exfiltrés quelque part, en tous les cas de pouvoir être rapatriés. Quelle est la situation pour eux? C'est d'attendre encore toujours? C'est de continuer à espérer? Alors, j'ai également beaucoup de familles qui me contactent ou de personnes qui me contactent depuis l'Afghanistan. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les instructions de rejoindre, par exemple, pour le moment, ce serait l'aéroport militaire de Kaboul, les instructions ne peuvent venir que des autorités françaises sur place et de personne d'autre. Donc, il ne faut pas écouter d'autres sons de cloche. C'est celle-là, uniquement celle-là, qui les contacterait pour leur dire à quel moment et de quelle manière il faudrait rejoindre, par exemple, la porte Abbey Gate et en se signalant de telle ou telle manière. Aucune autre source ne serait fiable. Et pour le moment, ce qui leur a été dit, et c'était notre ambassadeur sur place leur a dit hier, dans la suite immédiate du premier attentat, de la première explosion, il leur a été demandé de rejoindre leur domicile ou ce qui leur sert de domicile, car pour beaucoup d'entre eux, il n'y a plus de domicile fixe, on se cache de domicile en domicile. Vous dites quand même que c'est un compte à rebours qui a quand même commencé? Alors, oui et non. Oui, pour ce qui est des rotations actuellement mises en place et pour lesquelles nous essayons d'emmener un maximum de personnes qui nous l'ont demandé, mais au-delà de ces rotations, au moment où elles vont nécessairement devoir s'arrêter, encore une fois, c'était prévu ce soir, peut-être pourrons-nous aller un peu au-delà. Au-delà de ça, la France, et je peux vous en témoigner, les deux ministres des Armées et des Affaires étrangères ont été très clairs dans leurs expressions ces derniers jours pour dire nous continuerons à rechercher avec nos alliés des solutions pour permettre à ces personnes de sortir d'Afghanistan. Donc il faut, ceux qui souhaitent la protection d'un pays occidental, la France ou un autre, doivent pouvoir continuer à exprimer cette demande. Et elles seront entendues et instruites. Anne Genetet, vous restez avec nous. On est aussi avec Diane Villemain, Bruno Dalamotte. On parle de ce dossier de l'Afghanistan et de ces évacuations qui ont encore lieu aujourd'hui depuis l'aéroport de Kaboul, touché par un double attentat. On s'arrête un court instant. On se posera la question aussi de la symbolique des attentats qui ont été commis hier et revendiqués par l'État islamique. À tout de suite. Sud Radio Midi, Christine Bouillot.
Et on est avec nos invités, nos 3 invités pour évoquer la situation en Afghanistan et plus particulièrement à l'aéroport de Kaboul avec Diane Villemain qui est en ligne, étudiante en sciences politiques, qui a passé plusieurs mois, voire une année sabbatique entière en Afghanistan. Bruno Delamotte, consultant en sécurité internationale, et la députée de La République En Marche, Anne Genetet, est membre de la commission de Franco-Amitié, enfin c'est pas une commission, pardonnez-moi, c'est le groupe Franco d'amitié avec l'Afghanistan. Anne Genetet, on évoquait avec vous donc le fait que les opérations de ce pont aérien avec l'armée française en appui de l'armée américaine et britannique ne va pas s'arrêter ce soir, c'est ce que vous nous dites, mais vous ne dites pas jusqu'à quand. Est-ce qu'on ne crée pas, malgré tout, ça peut encore durer, un espoir fou qui va mettre en danger finalement, et on l'a vu hier soir, d'autres Afghans, d'autres civils? Alors, il faut comprendre la mécanique, la façon dont ça se passe sur place. Les personnes qui demandent notre protection entrent en contact avec soit le centre de crise à Paris, soit nos autorités sur place et notre ambassadeur David Martineau, dont je voudrais d'ailleurs souligner l'exceptionnel travail sur place dans des conditions extrêmement difficile. Chapeau à eux. Le président a parlé de héros. Je crois que le mot n'est pas galvaudé. Donc ils font cette demande. Leurs dossiers sont instruits. Vous savez, c'est très compliqué. On a des difficultés à identifier les personnes. Les contacts sur place sont compliqués. Les lignes téléphoniques peuvent être interrompues. La connexion Internet également. Et puis on a des problèmes d'orthographe. Parfois, on peut avoir une famille qui a fait une demande 2 fois, mais avec 2 orthographes différentes. Donc tout ça demande beaucoup de vérifications, des vérifications de sécurité. Ensuite, ce sont nos autorités qui entrent en contact avec ces personnes-là. Donc, donner un espoir, je crois qu'il faut se dire que oui, nous avons l'ambition de ramener un maximum de personnes et il faut pouvoir leur donner cette possibilité de le faire. Donc, donner de l'espoir, bien entendu. Bien sûr. On donne de l'espoir, mais il faut pouvoir... Et ça serait terrible de leur dire on ferme toutes les portes maintenant. Ça n'est pas notre volonté. Nous n'allons pas fermer toutes les portes maintenant. Les opérations se poursuivront au-delà de ces rotations aériennes. Diane Villemain, je m'adresse à vous. Vous êtes étudiante et on était avec vous en début d'émission et vous nous racontiez que dès hier soir, vos amis sur place tentent le tout pour le tout. Vous essayez aussi de votre côté de tout faire pour les soutenir et trouver des solutions pour les évacuer. Vous venez d'entendre Anne Genetet, la députée de La République En Marche. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous dites oui, effectivement, on a encore un petit espoir ou... Oui, il faut toujours garder espoir et je garderai espoir jusqu'à la fin pour les soutenir. Mais le sentiment de frustration et de désespoir est toujours là parce que mes amis sont vulnérables, que ce soit parce qu'ils sont de minorité ethnique hazara ou parce que ce sont des femmes ou parce qu'ils ont travaillé avec des ONG locales pour le droit des femmes. Donc chaque heure compte et c'est très difficile. Ouais. Oui. Vous entendez ce que dit Anne Genetet, vous l'avez écouté, qui explique que c'est très compliqué d'arriver à entrer en contact, de vérifier et de faire sortir chaque ressortissant qui en a fait la demande et qui peut le sortir. Oui, j'entends bien et c'est ce que d'ailleurs j'ai eu comme réponse du Quai d'Orsay qui m'a dit que les demandes étaient traitées et qu'il fallait être patient. La patience, Bruno Delamotte, je rappelle que vous êtes consultant en sécurité, spécialiste du terrorisme. Cette situation d'annonce de départ, de fermeture, puisque le 31 août, normalement, tout s'arrête pour tout le monde, parce que cet aéroport devient finalement le lieu de tous les dangers, où il peut y avoir une tension et des tensions avec, on va dire, des situations sur place que l'on ne peut pas maîtriser. Plus le temps passe, plus la tension monte, dans tout processus d'évacuation. Ouais. Vous avez un phénomène de fatigue, vous avez des phénomènes de résistance. On est dans une situation où on a un État qui n'existe pas face à des forces de sécurité qui sont dans un périmètre clos. Que les talibans, et un ennemi intérieur. Et un ennemi intérieur. Que les talibans ouvrent le robinet à l'aéroport et vous allez avoir un aéroport qui va être instantanément envahi, comme on l'a vu le premier jour. Ferme complètement et vous n'aurez plus de réfugiés à mettre dans les avions qui sont sur la piste. J'ai personnellement évacué les gens de Libye pour des groupes français il y a quelques années. À l'arrivée à Tripoli, vous aviez 10 000 personnes devant l'aéroport, un aéroport vide et 50 avions vides sur la piste qui attendaient qu'on leur amène les gens. Il fallait les chercher un par un, comme ça se fait aujourd'hui au niveau des checkpoints. De la même manière, les escortes qui vont chercher
les gens en ville, que ce soit des Afghans, des Occidentaux, etc., sont soumis au bon vouloir des talibans, qui les laissent rentrer en ville ou pas, qui les laissent rentrer dans l'aéroport ou pas, qui peuvent les bloquer pendant des heures à un checkpoint. Et aujourd'hui, ils ont dit que le 31, c'était fini. Le 31, ils feront tomber le couperet. Et il n'y aura plus de convois qui rentreront et qui sortiront. Les Américains et tous les Occidentaux qui sont à l'aéroport en sont conscients. Donc à partir de là, ils seront partis. C'est pas le 31, ce sera le 1er. Et de toute manière, les Américains ne veulent pas encore être là le 11 septembre. Donc ça glissera peut-être de quelques heures, mais pas au-delà. Beaucoup de critiques sur le départ des forces américaines, de ce qui se passe à Kaboul depuis que les talibans sont entrés dans la capitale afghane. Bruno Delamotte, les attentats d'hier soir, qu'est-ce qu'ils changent? Ils envoient quel message, quels, on va dire, signaux, par exemple, d'humiliation, dit-on, aux forces américaines, par exemple? Alors, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que il y aurait eu humiliation des forces américaines si ça avait eu lieu dans le périmètre sous contrôle des Américains. On est à la limite du périmètre. Ça montre que les talibans ne tiennent rien à l'extérieur de l'aéroport, ou peu de choses aujourd'hui. Ils viennent de prendre le contrôle d'une ville où les forces de police et de sécurité ont purement et simplement disparu, parce que les individus se terrent chez eux par peur des représailles des talibans. Et vous aviez une foule inconnu, complètement en attente de pouvoir partir, dans lequel il est extrêmement facile pour un kamikaze de se glisser et d'aller au plus proche du checkpoint pour se faire sauter s'il est un peu accompagné. Demain, ça pourrait être une voiture piégée. Les gens qui sont dans l'aéroport, les forces spéciales qui sont là, craignent ça depuis le début. Elles savent que plus le process va durer, plus ce risque va s'élever. Et que le risque majeur, il n'est pas de voir un gars se faire sauter comme ça a eu lieu hier, mais c'est un tir de missile sur un des avions qui décolle. Aujourd'hui, Kaboul est dans une cuvette. Oui. Il est extrêmement simple, depuis les bâtiments autour, d'abattre un des avions qui se pose ou qui décolle. Ouais. Anne Genetet, c'est de la fiction totale, ou ce sont des risques que vous avez entendus, sur lesquels vous discutez avec le Quai d'Orsay, à savoir que plus ça dure, plus on prend des risques? La France, les risques liés à cette opération extrêmement délicate, c'est le moins qu'on puisse dire, pour répondre à la possibilité, l'hypothèse qui a été faite par votre intervenant, M. Delamotte, sur le risque de tir de missile. Il faut savoir que nos deux avions qui assurent les rotations, la 400M et le C-130, sont deux avions équipés de leurres. D'ailleurs, l'un des avions a déjà utilisé ces leurres pour pouvoir ne pas être suivi et repéré. Donc voilà, on le sait. Nous ne sommes pas naïfs, nous sommes équipés, nos avions sont équipés pour assurer un maximum de sécurité, avec une observation, et au moment où la sécurité n'est plus possible, nous jugeons plus possible d'assurer la sécurité, eh bien les conclusions en seront tirées, et là les rotations pourraient s'arrêter ou être ralenties ou être différées. Mais enfin, à différer maintenant dans le temps qui nous reste, ça devient extrêmement compliqué. Demain, comment ça va se passer pour ces Afghans qui ne pourront pas quitter leur pays et qui ont collaboré avec la France, qui sont sur des listes? Ils auront encore un espoir? Comment ça va se passer pour eux, pour elles? Alors, il va falloir, pour ceux qui seraient à proximité de l'aéroport, qu'ils puissent rejoindre un domicile, un abri, et ensuite nous continuerons à rester en contact avec eux. En tout cas, tel est l'engagement et du président de la République et du ministre des Armées, de la ministre des Armées et du ministre des Affaires étrangères, de manière à voir avec eux comment nous pourrions trouver d'autres solutions pour les faire sortir autres que par les rotations aériennes. Donc la première étape demain, ça sera le retour à domicile. Vous évoquiez tout à l'heure la douleur, le désespoir dans lequel ils se trouvent. Il faut comprendre que toutes ces personnes vivent minute après minute dans l'incertitude de ce que va être la suite. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas. Ils savent simplement, tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont fait des demandes de protection. C'est leur seule certitude. Après, il n'y a plus aucune certitude. Eh bien, on sait que vivre dans l'incertitude génère une anxiété terrible. Et demain, l'anxiété sera majorée par le fait que une des hypothèses qui pouvait exister, qui était de partir avec l'une des rotations de la France ou d'un autre pays d'ailleurs, tombera, et qu'il faudra se reporter vers des hypothèses qu'on ne connaît toujours pas. Donc va s'ajouter une nouvelle incertitude à l'incertitude. Anne Genetet, dernière question avec vous. Combien de ressortissants afghans aujourd'hui la France a-t-elle d'ores et déjà accueillis? Certains arrivent d'ailleurs dans les régions, dans différents centres, accueillis dans différentes villes.
Alors, depuis les rotations mises en place qui ont commencé le 17 août précisément, nous sommes à presque 3000 Afghans qui ont été accueillis en France, avec 3000 tout compris, les personnes et leurs familles. Donc vous avez là des franco-afghans, vous avez là des personnes qui avaient travaillé avec nous, avec nos institutions, et des personnes qui ont demandé la protection de la France pour leurs engagements. Merci beaucoup Anne Genetet, merci infiniment pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes députée de La République En Marche et membre donc de ce groupe d'amitié franco-afghan et porte-parole de La République En Marche à l'Assemblée nationale. Je pense qu'on aura l'occasion de vous revoir et de vous entendre à nouveau sur Sud Radio. Bruno Delamotte, j'en termine avec vous également. Je rappelle que vous êtes spécialiste dans la lutte antiterroriste. Quels sont les risques aujourd'hui on va dire, de déstabilisation complète de la zone en l'espace de 2 semaines? On a vu que tout a changé finalement. Ou c'était déjà bien en amont et en préparation? C'était bien en amont depuis les négociations de Doha, donc depuis... Mais est-ce que c'est un échec sur toute la ligne pour Joe Biden? Non, il a arrêté d'une situation qui a été négociée avant son arrivée. L'accord de Doha a été signé il y a maintenant 16 mois. Il prévoyait ce qui se passe aujourd'hui. Et l'État afghan a disparu parce que le régime corrompu et complètement vermoulu de Ashraf Ghani était dans une situation où on lui demandait de lutter dos au mur face à un pouvoir taliban qu'on a de facto reconnu comme pouvant gérer le pays du fait des accords de Doha, et avec qui la communauté internationale va dans les prochains mois, si les talibans ne se referment pas, et personnellement je pense que ce ne sera pas le cas, ils ont trop besoin de l'aide internationale pour se refermer et commettre à nouveau les erreurs de 96 à 2001. Donc vous dites qu'ils ont changé, en tous les cas pas changé sur les fondamentaux restent les mêmes. La charia restera en place, mais on n'aura pas à nouveau ces vagues d'exécution en pleine rue, on n'aura pas... on va avoir des talibans, non pas modérés, mais policés, qui vont prendre soin de ne pas aller à une épuration massive et violente. Et vous dites qu'ils ont besoin de la communauté internationale. Pour l'instant, leurs alliés, c'est surtout la Chine et la Russie, et de manière un peu plus lointaine, mais la Turquie. Est-ce que ça sera suffisant, comme l'a annoncé l'ONU? Attention, si on ne respecte pas le droit des femmes sur place, il va y avoir des mesures et des sanctions. Est-ce que ça peut les faire, on va dire, entendre raison, ou en tout cas trembler? On a des doutes quand même sur cette... On a un chiffre qui est relativement parlant. L'aide américaine et le conflit coûtaient 50 milliards de dollars par an à la communauté internationale, pour un pays dont le PIB est de 14 milliards. C'est-à-dire qu'on déverse sur ce pays 3 fois le montant du PIB en guerre. Aujourd'hui, ils ont conquis le pouvoir avec l'argent du pavot et un peu de matériel chinois. Ils ne peuvent pas tenir le pays avec ça. Sans l'aide humanitaire, sans l'aide de la Banque mondiale, sans la récupération des fonds de la Banque centrale afghane, qui sont désormais hors du pays, ils ne pourront pas tenir, et ils le savent. C'est pour ça qu'ils ne sont pas forts aujourd'hui. Et ils ont un ennemi intérieur qui vient d'une dissension au sein de leur mouvement, qui est État islamique au Khorasan. Donc ils sont obligés de composer. C'est pas un hasard si le patronat CIA a été discuté avec eux à Kaboul. C'est pas un hasard si on explique hier, le président de la République l'a très bien dit, qu'on ne ferme pas notre ambassade. On la délocalise pour le moment, comme on a délocalisé celle au Yémen, comme on a délocalisé certaines ambassades africaines à des moments donnés, pour garder le contact. Parce qu'aujourd'hui, la communauté internationale se méfie à juste titre des talibans, parce que l'histoire est là pour rappeler que ça peut être extrêmement sanglant, mais est consciente que les gens qui ont négocié à Doha veulent s'inscrire dans le concert des nations. Et ils veulent une forme de reconnaissance internationale, et que ça passera par le fait de donner un statut minimum à la femme. Alors, ça ne sera pas la Suisse, hein. Non. Mais ça sera. On s'accommode très bien de ce qui se passe aujourd'hui en Iran, en Irak ou dans le Golfe, dans ce domaine-là. J'en termine avec vous, Diane Villemain. Je rappelle que vous avez vécu là-bas, vous avez passé une année d'études en tant qu'étudiante en sciences politiques, Diane Villemain. Il y a des rassemblements qui ont lieu ce week-end, notamment à Paris, au Trocadéro. Voilà, c'est important de marquer son soutien, vous dites, à ce peuple afghan. Oui, c'est extrêmement important. D'ailleurs, je serai de la partie demain et j'espère qu'on sera aussi nombreux, même plus nombreux que dimanche dernier,
c'est important de montrer son soutien aux Afghans et de demander que le pont aérien soit maintenu et que les personnes les plus vulnérables soient en effet prises en charge et évacuées immédiatement. Oui. C'est extrêmement important parce qu'on est face à des talibans 2.0 qui sont très connectés et qui sont obsédés par leur image internationale. Ça, c'est important. Et aujourd'hui, ils veulent montrer qu'ils ont changé, qu'ils s'inscrivent dans le concert des nations. Donc, ils sont à l'écoute de tout ça. Ils veulent montrer qu'ils vont gérer le pays. Les positions sur les départs des experts, c'est on a besoin des gens pour gérer le pays et ils n'ont rien à craindre. Vous avez vu les déclarations des amnisties dès le départ, etc. Oui, tout à fait. Donc il faut montrer le soutien et que ça continue dans la durée quand on ne détourne pas. Voilà, effectivement, l'image d'un rassemblement au Trocadéro en soutien effectivement aux Afghans. C'est à 15h, Diane, si je ne m'abuse. C'est à 14h au Trocadéro. 14h au Trocadéro, mais il y a d'autres rassemblements dans d'autres villes aussi en France. Merci à tous les deux. Diane Villemain, étudiante en sciences politiques, Bruno Delamotte, consultant en sécurité internationale. Je rappelle le titre de votre livre, Question d'intelligence, le renseignement face au terrorisme, aux éditions Michelon. Merci infiniment d'être venu pour cet éclairage précis et précieux, surtout de la situation. J'imagine, Marine, qu'il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux sur ce sujet afghan. Il y a eu des réactions, Christine. Donc je rappelle que vous pouvez nous écrire, bien sûr, nous lisons vos commentaires. Et nous avons des réactions de Patrick, pour qui les Français sont déjà suffisamment anxieux pour devoir se soucier du sort de ressortissants afghans. À l'inverse, il y a Marie qui, selon elle, il faut comprendre que ces personnes ont juste besoin d'être en sécurité pour le moment, mais s'ils pouvaient, ils resteraient dans leur pays. Donc comme eux, écrivez-nous et réagissez aussi par téléphone. Vous pouvez nous appeler au 0800 26 300 300. Merci beaucoup et on va continuer dans un instant de discuter de la situation. Cette fois, on change de région, on va à Cavaillon, dans les Bouches-du-Rhône, avec l'exaspération des habitants d'une cité qui n'en finit plus avec les règlements de compte entre trafiquants. À tout de suite.